0 €. Non, il ment. Coder une IA de 0 pour détecter les mensonges. J'avais envie de faire ça depuis vraiment très longtemps, mais bon, vous allez voir, ça va pas se passer exactement comme prévu. Alors déjà, je suppose que j'ai pas trop besoin d'expliquer ce que c'est un détecteur de mensonges. Vous voyez les grosses machines qu'il y a dans les vidéos de youtubeurs comme Mastu. Non, vous êtes de mèche. Ça prend genre la sudation, le rythme cardiaque, tout un tas de trucs. Et bah, on va refaire la même chose, mais uniquement avec une petite caméra, sans acheter tout ce matos beaucoup trop cher. Bon, en vrai, je sais pas combien ça coûte, mais cassez pas mon effet dramatique s'il vous plaît. Alors, petit disclaimer avant de commencer. Je vais pas juste envoyer ce que je dis à ChatGPT et lui demander de me dire si je mens ou pas. Parce que déjà, je pense que ça marcherait pas extrêmement bien. Et la deuxième raison, c'est que je suis ingénieur IA, donc on va aller beaucoup plus loin que ça. On va construire un modèle de machine learning avancé, avec tout un tas de joyeuseté qui va avec. Vous inquiétez pas, tout sera vulgarisé, vous pourrez suivre peu importe qui vous êtes, vraiment. Et peut-être même que vous apprendrez quelques trucs. Et sans plus attendre, c'est parti. Bon, déjà il faut savoir que je tourne actuellement, il est 23h52, parce qu'il fait extrêmement chaud. J'ai dû attendre qu'il fasse plus frais pour tourner, sinon c'était impossible. Bref. Avant de se lancer un petit peu au hasard dans le projet, on va devoir réfléchir à comment on va faire ça. Donc mon idée, c'est de me filmer donc face caméra forcément, et de répondre à des questions. Parfois je vais mentir, parfois je vais dire la vérité, jusqu'à là vous suivez tous, rien de très compliqué. Mais une fois que j'ai cette vidéo, bah j'en fais quoi? Je l'envoie à ChatGPT et je lui demande de me dire si je mens ou pas? Eh bah non, on a dit qu'on faisait un vrai projet d'IA, pas juste un rapport de ChatGPT. Ce qu'on va faire, c'est entraîner un modèle spécialisé dans cette tâche. Revenons à notre petite vidéo. La première chose qu'on va faire, ça va être d'extraire les différentes images qui la composent. Ça fait donc 25 images par seconde de vidéo, si bien sûr ma caméra est à 25 fps. Logique. Et on voit beaucoup les modèles d'IA comme un peu des trucs magiques, où tu lui donnes juste des trucs en vrac, et il te sort la bonne réponse directe. Et bah désolé de vous décevoir, mais ça marche pas vraiment comme ça dans la réalité. Pour les modèles comme GPT, qui sont des LLM, Large Language Model, il y a un petit indice, c'est que c'est large. Ils ont vu tellement de données pendant leur entraînement, que peu importe ce qu'on lui donne, que ce soit tout pourri ou à peu près correct, ils vont pouvoir s'adapter. Mais pour un modèle à notre échelle, et surtout qu'on va entraîner sur ma vieille gueule, bah on n'aura pas des données en illimité, puisque les données, c'est moi qui les crée. C'est-à-dire que plus je veux de données, plus je vais devoir passer des heures à les enregistrer. Il y a un proverbe super important en machine learning, garbage in, garbage in, garbage out. Ce qui veut littéralement dire, tu te donnes de la merde à un modèle en entrée, et bah il va te sortir de la merde en sortie. Concrètement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les données qu'on va donner au modèle, il faut minutieusement les préparer. Et surtout, enlever tout ce qui va l'embrouiller et qui est inutile. Dans notre cas, regardez, 90% de l'image, c'est l'arrière-plan de ma chambre. Attention, question piège. Est-ce que vous pensez que c'est primordial de garder cette partie de l'image pour savoir si je mens ou pas? On est d'accord que non. À moins que la petite lampe que j'ai derrière fasse la balance et passe en rouge quand je mens, je pense que toute cette partie-là, ça ne sert à rien du tout. Donc la première chose à faire, ça va être de rogner l'image sur ma tête. Et pour ça, on va pas réinventer la roue, il y a plein de modèles de détection de visage qui existent et surtout qui marchent super bien. Et avec ça, on rogne autour de ma tête, et on a quand même des infos vachement plus utiles, et surtout essentielles pour savoir si je mens ou pas. Parce que tout va se baser sur les micro-expressions de mon visage et ce genre de choses. Bon, très bien, on sait à peu près ce qu'on va envoyer au modèle. La prochaine étape, ça va être d'enregistrer tout un tas de vidéos de mensonges et de vérités. Donc pour ça, j'ai fait une liste de plusieurs centaines de questions avec des réponses plutôt courtes, pour pas non plus que ça parte en cacahuète avec des réponses de 3 minutes. Ce serait un peu trop chiant à gérer. Donc je vous laisse admirer ce que j'ai dû faire pendant une petite heure. Vérité, tu as déjà mangé une glace à la vanille. Oui. Vérité, tu vis très bien les canicules. Non, c'est horrible. Donc comment ça fonctionne? Alors déjà on a la question qui est posée à haute voix, et à la fin de cette question, l'enregistrement il commence directement. Je réponds, et dès que j'ai terminé de répondre, hop, j'appuie sur la barre espace. Et donc comme ça me permet directement de découper les parties de mes réponses, plutôt que de devoir tout enregistrer d'un coup, et puis découper à la main toutes les parties où je réponds, ce qui serait un peu trop chiant. Ok, on pourrait faire des algos pour détecter le moment où je parle, etc. J'ai vraiment la flemme, donc j'ai fait simple. Après ce long et douloureux moment pour moi, on va passer à la partie marrante. C'est l'heure de créer notre modèle. On va commencer avec un modèle super simple. Pas besoin de prendre des architectures ultra complexes dès le début, parce que parfois, on peut avoir de bonnes surprises avec un modèle vraiment simpliste. Donc ce qu'on va faire pour commencer déjà, ça va être du image par image. On prend une image, on l'envoie à notre modèle, et on lui demande de prédire si c'est une vérité ou un mensonge. Imaginons, pendant l'entraînement, qu'il dise vérité, alors que la bonne réponse, c'était mensonge. Et le modèle il va s'adapter un tout petit peu pour se rapprocher de la bonne réponse. Alors qu'est-ce que je veux dire par s'adapter? Un modèle, en gros, qu'est-ce que c'est? Et c'est tout un tas de matrices qui vont permettre de faire des opérations mathématiques sur ce qu'on lui donne en entrée pour aller jusqu'à une réponse 0 ou 1, mensonge ou vérité. Donc ce que ça veut dire concrètement corriger, c'est adapter un petit peu les éléments présents dans la matrice. Alors, on le fait pas au pif, ce processus il fait partie de la backpropagation, et il est notamment rendu possible grâce à ce qu'on appelle la descente du gradient. Bon, je vais vraiment pas développer ce que c'est là dans cette vidéo, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le modèle, il va essayer de minimiser ses erreurs en changeant petit à petit les poids, les éléments dans la matrice s'appellent
s'appelle des poids, les poids du modèle vont être adaptés pour se rapprocher de plus en plus de la bonne réponse. C'est un peu comme quand on reçoit une copie d'examen corrigée, on va la relire et voir, ah ok, je me suis trompé ici, je vais essayer de m'améliorer la prochaine fois pour moins me tromper sur cette partie-là. Là, il fait à peu près la même chose. Bon, trêve de blabla, on va créer notre premier modèle. Pour commencer, ce qu'on va essayer, c'est de faire du transfer learning. Plutôt que d'essayer de réentraîner un modèle de zéro, on va utiliser un modèle préentraîné. Alors pourquoi ça? C'est une très bonne question, effectivement. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de prédire quelque chose à partir d'images. Peut-être que le modèle préentraîné n'aura jamais été entraîné pour prédire vérité ou mensonge, il a été entraîné pour comprendre les images de manière globale. C'est par exemple reconnaître les différents traits du visage, savoir reconnaître les contours des objets, ce genre de choses. Ça, moi si j'entraîne un modèle de zéro, il va finir par faire des choses comme ça. Donc autant s'épargner un petit peu de temps d'entraînement et utiliser quelque chose qui est déjà entraîné pour ça. Donc ça représente la première partie du modèle. Donc concrètement, on va utiliser un modèle préentraîné pour analyser nos images, et puis on va directement utiliser les features que ça nous sort pour faire notre prédiction. Bon ok, lançons l'entraînement du modèle, on va bien voir ce que ça donne. Bon, je vais pas vous mentir, c'est éclaté au sol. Vraiment, ça... Ouais, c'est nul à chier. En gros, il me donne un taux de bonne réponse de 50%. Sachant qu'il n'y a que 2 réponses possibles, on pourrait juste faire pile ou face, ça serait exactement pareil en termes de performance. Donc, pas foufou. Mais bon, je m'y attendais un petit peu à ces résultats. Pourquoi? Imaginez que je vous donne cette image, et que vous devez me dire sans aucune autre info si je mens ou pas. C'est un peu difficile, non? Donc on va devoir envoyer un peu plus d'infos à notre modèle. Plutôt que d'envoyer une seule image comme on faisait, on va envoyer une séquence d'images. Et ça va lui permettre de voir l'évolution de mes expressions faciales au cours du temps. Et c'est quand même une info super importante, parce que c'est quand même les changements d'expression, de micro-expression de mon visage, qui quand même donnent pas mal d'infos pour savoir si je mens ou pas. Bon, et ça suffit pas, puisque ça donne exactement les mêmes résultats. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est tester différents modèles de transfer learning, parce que pour l'instant, j'en ai testé qu'un seul, alors qu'il y en a des dizaines, voire même des centaines. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre un commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, puisque ça me prend énormément de temps de faire ce genre de vidéo, et ça fait quand même toujours plaisir d'avoir des retours positifs. Bon, j'ai trouvé un modèle un peu plus prometteur là, et ce modèle c'est ResNet 18. Regardez, là on peut voir que la précision du modèle elle est à 80% quasiment à la fin de l'entraînement. Bon, elle aurait pu monter encore plus haut, c'est juste que je l'ai stoppé avant. Donc là on est plus sur une réponse aléatoire, il commence à comprendre quelque chose à ce qu'on lui demande. Mais pour vous expliquer un petit peu pourquoi c'est vraiment pas suffisant, il faut que je vous explique la différence entre la précision d'entraînement et la précision de validation. La précision d'entraînement, ça correspond à la courbe bleue ici. En gros, c'est le taux de bonne réponse du modèle sur les données sur lesquelles il s'entraîne. Le souci, c'est que si on se fie uniquement à cette valeur, on peut se retrouver face à ce qu'on appelle de l'overfitting, qu'on appelle en français du surapprentissage. En gros, ce que ça veut dire, c'est que plutôt que de généraliser, le modèle il va juste apprendre par cœur toutes les données d'entraînement. Mais du coup, dès qu'il va avoir des nouvelles données, il va se casser la gueule parce que c'est pas du tout la même chose que ce qu'il a vu avant. Donc là, comme on peut le voir, la courbe en bleu, elle s'améliore de plus en plus au fur et à mesure des itérations d'entraînement, mais la courbe d'évaluation, de validation, elle stagne, voire elle se dégrade au fur et à mesure, et ça, c'est un signe clair que le modèle il est en surapprentissage. Et donc la question que vous me posez maintenant, c'est comment on corrige ça? Il y a plusieurs manières. Pour ça, on va déjà commencer par s'intéresser à l'architecture de notre modèle. Donc certes, on lui donne une séquence d'images, donc il a plus d'infos, mais on n'a rien mis en place derrière pour qu'il puisse tirer un maximum parti de cette info temporelle. Donc pour pallier ça, on va ajouter des couches récurrentes à notre modèle. C'est des couches qui sont beaucoup plus adaptées pour les analyses de séries temporelles, comme ce qu'on a justement ici. Much later. Donc après ce changement, on voit carrément que la précision pour l'entraînement atteint quasiment 100%, et cette fois-ci, donc avec les données de validation, on atteint quasiment 70% à peu près, un petit peu en dessous de 70%. Ça commence à être un petit peu mieux, mais bon, comme on peut pas avoir bombe du premier coup, ce qu'on va faire, c'est tester différents paramètres pour voir si on peut l'améliorer un petit peu. Et la réponse était oui, puisque du coup, j'atteins maintenant 75% d'accuracy sur ce modèle. Mais bon, comme vous pouvez le voir, la précision d'entraînement, elle est quasiment à 100%, alors que la précision de validation, elle est quand même assez stagnante, autour de 75%, 70%. Donc on est toujours clairement en train de surapprendre, et donc une deuxième option pour réduire ce surapprentissage, c'est d'améliorer les données qu'on donne au modèle, soit en augmentant leur nombre, soit tout simplement en améliorant leur qualité. Bon, franchement, je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu la flemme de me retaper 1 heure d'enregistrement, donc ce qu'on va faire, c'est essayer d'améliorer la qualité de ce qu'on envoie au modèle. La première chose qu'on a fait tout à l'heure, ça a été d'enlever toutes les parties de l'arrière-plan qui nous intéressaient pas, pour garder que la tête. Mais même maintenant, il y a quand même toujours une bonne partie de l'image qui est toujours inutile. Genre par exemple les bouts d'arrière-plan qu'on voit, ou même cette zone autour des joues qui évolue pas trop. Donc soyez encore plus strict, on va extraire directement les zones de la bouche et des yeux, puisque c'est là que la plupart des expressions faciales, elles sont concentrées. Pour ça, encore une fois, on va pas réinventer la roue, on va utiliser ce qu'on appelle des modèles de détection de landmarks de visage. Alors qu'est-ce que c'est des landmarks? En gros, ce sont des points caractéristiques du visage. Des contours jusqu'au menton, le contour de la bouche, le nez, etc. Avec ça, on peut rogner autour des 3 zones qui nous intéressent. Et ça ressemble à peu près à ça. Bon, c'est un peu drôle à regarder, j'avoue, mais promis, ça va nous aider à améliorer notre modèle. Donc maintenant, au lieu d'envoyer ma grosse tête brute au modèle, on a présélectionné les zones qui nous paraissaient les plus pertinentes. Donc maintenant, voyons quel impact ça a sur l'entraînement du modèle.
One debugging session later. Et bah regardez-moi ça, ça a quand même pas mal amélioré notre modèle, puisque maintenant notre précision de validation, elle est quasiment à 85%. Mais on voit quand même que le modèle il a du mal à se stabiliser au cours de ces itérations, donc c'est le moment de jouer une dernière carte. Comme je vous l'ai dit, le modèle actuellement il utilise des couches récurrentes pour essayer de donner du sens à la série temporelle qu'on lui donne. Mais bon, j'ai bien envie de remplacer ça par des couches transformers. Les couches transformers, c'est la même chose que ce qu'utilisent les modèles comme GPT. Et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est le mécanisme de l'attention, dont je parlerai dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Concrètement, ce que ça fait, c'est que ça permet de capturer des longues dépendances entre des données, même sur une longue période de temps. Parce que actuellement, j'envoie des séquences de 4 images, qui représentent 0,16 secondes. Ça fait vraiment pas beaucoup. Donc l'idée, c'est d'envoyer des séquences d'images beaucoup plus longues, donc par exemple 25 images, et d'en tirer un maximum d'infos avec les couches transformers. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Et bah, je vous laisse admirer le résultat, puisqu'on atteint quasiment 95% de précision sur les données de validation. Mais bon, je vais pas vous mentir, la gueule de la courbe, elle me plaît toujours pas. On va pas s'éterniser sur le modèle, passons à ce que vous voulez tous voir, c'est-à-dire la démo. Pour que ce soit un peu plus interactif, j'ai connecté la lumière que vous voyez ici, pour qu'elle devienne rouge quand c'est un mensonge qui est prédit, ou alors qu'elle devienne verte si c'est une vérité. On va déjà commencer par des questions simples, pour voir si ça marche à peu près. Tu as des cheveux. Oui. Tu dis la vérité, Cool. c'est bien. Tu as 2 jambes. Oui, j'ai 2 jambes. Je sais que tu mens, petit malin. Tu es debout. Oui. Je sais que tu mens, petit malin. Let's go. Combien font 2 plus 2? Ça fait 48. Tu dis la vérité, c'est bien. Bon, c'est un peu mitigé, ça sent pas super bon non plus cette histoire. Hein. Passons à des questions un peu plus croustillantes. Alors c'est ChatGPT qui me les a générées, je les ai pas lues avant. Par contre, désolé, je vous donnerai pas les vraies réponses, ce sera à vous de juger. As-tu fait quelque chose d'illégal dont personne n'est au courant? Non. Tu dis la vérité, c'est bien. As-tu déjà simulé une maladie pour éviter une obligation? Oui, quand j'étais petit. Je sais que tu Vas-y, mens, frère. petit malin. Combien tu as gagné d'argent avec les réseaux sociaux? 0 euros, j'ai rien gagné. Je Non, sais il que ment, tu mens, il ment, petit il malin. ment. As-tu déjà menti à la police? Non, jamais. Je sais que tu mens, petit malin. Non mais genre. Bon, après ce petit moment intense, la vraie question c'est pourquoi ça marche pas vraiment. Alors déjà il faut savoir que avec les détecteurs de mensonges classiques, les polygraphes, c'est déjà super dur d'avoir une bonne précision, alors quand même qu'ils ont accès à beaucoup plus d'infos. Donc franchement, avec juste une caméra, c'est mission impossible. On a vu quand même que durant notre entraînement, on se retrouverait quand même avec une bonne précision, donc pourquoi d'un coup quand on teste en conditions réelles, ça devient tout pourri. Il y a tout un tas de raisons. Déjà que ce soit le vérité ou le mensonge, il n'y a pas des expressions faciales vraiment différentes. En plus, comme j'ai enregistré plus tard la partie où je faisais la démo en live, et bah forcément entre temps j'ai un peu changé d'expression faciale, etc. Donc forcément c'est impossible de garder de la constance. Et surtout, même si ça avait super bien marché le modèle, et bah ça aurait bien marché uniquement sur moi, puisque le modèle il aurait juste appris mes tics et mes expressions faciales. Et pour le généraliser, il aurait fallu faire un dataset sur des milliers de personnes avec des conditions standardisées, et ça bah c'est pas vraiment le même budget. Alors vous allez me dire, bah si je savais que ça allait pas vraiment marcher, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Bah tout simplement parce que déjà ça m'a permis d'expliquer concrètement comment on entraîne un modèle, qu'est-ce que c'est différentes techniques pour l'améliorer, mais surtout j'ai pris du plaisir à le faire et c'était très ludique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos, il y en a pas mal qui vont arriver. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de cette vidéo. Sur ce, à la prochaine. Faut vraiment que j'aille dormir moi.